Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui on va continuer de parler cartomancie, taromancie et compagnie. On va faire une petite vidéo dont l'idée m'a été suggérée par mon amie Megan, que je remercie, et donc je vous invite également à faire de même si jamais vous avez des idées, donc à me les soumettre pour faire des vidéos. On va parler un petit peu, on va faire suite à la vidéo que j'ai faite la dernière fois sur les différents tarots et oracles. Cette fois, on va parler de la suite. C'est-à-dire que vous avez acquis votre tarot, votre oracle, vous en êtes content, voilà, vous avez trouvé le jeu qui vous convient, c'est super. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Comment est-ce qu'on vit sa vie avec ces cartes? Comment est-ce qu'on les entretient? Comment est-ce qu'on va faire en sorte que le jeu soit à nous? Comment est-ce qu'on va en fait faire ami-ami avec ce jeu? Un jeu de tarot, de cartes ou de le normand ou un oracle, peu importe, c'est un petit peu comme un vêtement ou de la vaisselle. Vous n'allez pas le porter, vous n'allez pas manger dedans avant de l'avoir lavé, avant de l'avoir fait vôtre. Un tarot, c'est pareil. Donc, il faut vous l'approprier pour qu'il réponde au mieux à vos interrogations. Et il faut avant tout, la première chose à faire, c'est de le nettoyer. Alors, dans la plupart des livrets des jeux de tarot qu'on trouve actuellement, enfin, pas forcément dans la plupart, mais dans bon nombre d'entre eux, vous avez souvent une petite explication, un petit rituel de consécration du jeu. Donc consacrer un jeu, c'est-à-dire qu'on va lui insuffler notre volonté, notre but, c'est-à-dire qu'on va dire, voilà cet objet, je vais le consacrer à l'usage de la divination, tout simplement. Il y a différents modèles possibles. Moi, le modèle que je vous propose, c'est une purification par fumigation, donc en utilisant la fumée, comme son nom l'indique. Et c'est une petite méthode toute simple que j'emploie personnellement pour absolument tous les jeux, qui marchent avec tout. Et qui permet de nettoyer le jeu donc des influences qu'il a subies avant, donc que ce soit les influences du maître quartier, ou sinon s'il a été fabriqué en usine, de l'usinage, du vendeur, des gens dans le magasin qui ont pu toucher, qui ont pu manipuler, bref, faire en sorte que ce jeu soit à vous, un petit peu comme quand vous allez passer la robe que vous venez d'acheter à la machine à laver, en fait. Voilà, c'est l'idée générale, c'est ça. C'est un petit peu une purification, si vous voulez, de ce jeu. Alors, pour ça, rien de très compliqué. Personnellement, voilà comment je procède. Je m'équipe d'une bougie et d'encens d'oliban. Alors, l'oliban, soit je le prends en résine, donc vous savez, les petits grains qu'on fait brûler sur du charbon, soit je le prends en huile, ça dépend. Ça dépend souvent de la pièce dans laquelle je me trouve. Si jamais je fais le rituel à côté de mes animaux, par exemple, je vais préférer l'huile qui fait moins de fumée plutôt que l'encens qui va faire de la fumée avec le charbon et qui peut les déranger. À vous de voir. Ça reste de l'oliban, quoi qu'il en soit. Donc, et une bougie blanche, donc comme je l'ai dit tout à l'heure. Donc, je vais allumer ma bougie. Et à la seule lueur de ma bougie et puis de l'encens qui brûle ou de la bougie chauffe-plat que je vais utiliser pour faire brûler mon huile, je vais passer chaque lame de mon jeu face et pile dans la fumée de l'encens. C'est un peu long, hein. Si on a un tarot de 78 cartes, il va falloir le faire un certain nombre de fois. Oui, c'est long. Il va falloir le faire en tout 78 x 2, 156 fois. C'est un geste à faire. Hein. On pense aux caissières dans ces cas-là, on se dit qu'elles font le même geste toute la journée, on peut compatir. Ce que vous pouvez faire pendant que vous faites ça, soit vous laissez votre esprit vagabonder, vous vous imprégnez du tarot, et puis des fois des idées peuvent surgir. Soit vous pouvez nommer chaque lame au fur et à mesure que vous la passez. Donc le fou, tac tac, pouf. Le battleur, tac tac. Donc la papesse, etc., etc. Dans le cas d'un jeu de tarot. Si vous avez un oracle, si vous avez un lenormand, c'est le même principe, on fonctionne de la même manière. Donc, ça suffit. Il n'y a pas besoin d'un cérémonial gigantesque et énorme. La fumée d'oliban, vous pouvez utiliser de la sauge aussi si vous voulez, mais personnellement, je sais que je préfère l'oliban pour le travail de purification. Ça suffit pour avoir... Vous avez passé votre jeu en machine à laver. Voilà, votre jeu est propre. Après, une fois que vous avez ça, il va falloir garder ce jeu près de vous un petit peu de temps.
le pauvre, hein, imaginez, il a été séparé de son papa et de sa maman, il vous connaît pas, c'est un petit peu comme un petit chiot apeuré qui va pleurer la nuit. Oui, bon, d'accord, je sais. Donc vous allez, par exemple, le glisser dans votre poche, dans votre sac. La nuit, vous pouvez le mettre sous votre oreiller. Ça peut même faire surgir des rêves un peu étranges que vous pourrez noter, qui peuvent vous donner des idées sur ce jeu. Et l'idée, en fait, c'est de vous imprégner de son essence et que surtout, lui vous s'imprègne de la vôtre. Le marquer. Donc là, vous allez porter votre vêtement, en fait. Hein, vous allez les traîner. N'hésitez pas à le sortir, souvent, pour le feuilleter, pour passer ses cartes une par une devant vous, le regarder, le manipuler, le renifler aussi. Hein. Faites appel à vos cinq sens. La vue en le regardant, le toucher en égrénant les cartes, l'odorat en le reniflant, même le son des cartes qui glissent les unes contre les autres. Évitez le goût quand même parce que manger les cartes c'est pas conseillé. Donc utilisez 4 de vos 5 sens, ça suffira. Et voilà, manipulez-le par exemple dans vos moments de solitude, etc. Donc voilà, l'idée générale c'est toujours ça, hein, que vous vous imprégnez de lui et lui de vous. C'est voilà, faites-en votre jeu à vous. Même si le même jeu est possédé par différentes personnes, vous allez le charger de votre énergie. Vous allez déverser plein de choses. Vous allez déverser des choses dans votre vie profane, vous allez déverser des choses dans votre vie spirituelle, puisque les deux ne sont pas dissociables pour moi. Vous allez déverser des choses sur lui pendant que vous dormez. Bref, gardez-le sur vous un bon moment. Regardez-le souvent. Interprétez les symboles, regardez les cartes, demandez-vous s'il y a des personnages, ce qu'ils font. Essayez de mettre des mots-clés, sans regarder le livret dans un premier temps, s'il y en a un. Vous pouvez passer les cartes une à une et noter ce que ça vous inspire. Voilà, je vois un personnage, est-ce qu'il est plutôt actif, est-ce qu'il est plutôt passif, est-ce qu'il est jeune, est-ce qu'il est vieux, qu'est-ce qu'il fait, quels objets sont autour de lui, quel est le décor, ça va vous donner des indices. Un personnage qui est actif, c'est un personnage qui va concerner forcément l'action. Un personnage qui est passif, c'est un personnage qui va plutôt concerner l'observation. Un personnage jeune, c'est quelque chose qui va concerner un avenir plutôt proche. Un personnage plus âgé, ça va être plutôt dans le long terme, etc., etc. D'accord ? Donc, voilà, sortez-le, regardez les détails, cherchez, analysez chaque carte comme un tableau, et puis après, tournez-vous vers le livret, voyez si vous êtes planté, mais vous verrez en général, on se plante rarement. Et c'est là que c'est rigolo parce qu'on se dit que ça parle vraiment à notre intuition. Alors il y a des jeux qui parlent plus que d'autres évidemment, notamment si vous regardez les mineurs d'un tarot de Marseille, ça risque de pas trop vous parler. Bon alors là il y a 6 bâtons, là il y en a 7, quelle est la différence ? Effectivement ça va être un petit peu difficile. Évidemment ça marche surtout pour les cartes qui sont historiées, hein, celles qui représentent des petites scénettes, ou les figures, les cartes figurées. Ensuite, ce jeu, une fois que vous l'avez apprivoisé, là vous l'avez fait vôtre, voilà, un peu comme le vêtement a pris votre forme et votre odeur, il va falloir le ranger les moments où vous ne l'utilisez pas. Alors, pour le ranger, il va falloir choisir un endroit sûr, et il va falloir vous en souvenir aussi. Parce que c'est pas le tout de le planquer quelque part pour pas que Tata Martine tombe dessus, il faut aussi... et bien que vous puissiez le retrouver aussi. Ne faites pas les écureuils qui rangent vos noisettes n'importe où. Non. Il ne doit pas tomber entre les mains des autres habitants de la maison si vous ne vivez pas seul. Il ne doit pas tomber sous les crocs de votre chien, évidemment, les griffes de votre chat ou les dents de votre cochon d'Inde assoiffé de sang. Et croyez-moi, un cochon d'Inde, ça fait faire beaucoup de dégâts sur une carte en carton. Croyez dans ma longue expérience. Donc voilà, faites en sorte de pouvoir le trouver facilement, mais de le mettre hors de portée, c'est comme les médicaments, hein, hors de la vue et de la portée des enfants et des autres personnes que vous. Ce jeu n'appartient qu'à vous, il ne doit être touché que par vous, hors des consultations bien sûr. Enfin, si vous faites des consultations pour les autres, évidemment, votre consultant devra toucher les cartes, mais il ne touchera jamais le paquet entier. Donc, si vous décidez par exemple de ranger vos cartes dans un sachet ou une boîte plus grande, ça peut être une idée. Alors, moi j'ai 2 exemples à vous proposer. Alors, il y a 3 exemples en fait, puisqu'il y a certains jeux qui sont présentés dans des très grandes boîtes. Hein, je pense notamment aux oracles des collections Llewellyn ou... pour ceux qui connaissent, à toute la collection des tarots et oracles des druides, des époux Cargom, qui sont présentés dans des grands coffrets qui ont la taille d'un livre. Ça, vous pouvez tout à fait les mettre, par exemple, sur les étagères d'une bibliothèque comme n'importe quel livre.
c'est en sécurité, vous risquez pas de les faire tomber, et puis vous pouvez dire très bien que vous réservez cet espace à vos jeux tarot. Vous pouvez les ranger sous votre hôtel, par exemple, si votre hôtel est comme moi une petite étagère ou une malle, vous pouvez le mettre dedans. Pour les jeux plus petits, qui se présentent dans des boîtes de ce type-là, mon vieil ami. Alors ceux-là, moi j'ai une boîte à boîte. Une boîte à boîte de tarot, donc j'ai une... Oula, fait du bruit. J'ai une grande boîte, c'est lourd, qui est comme ça, en fait, qui est une boîte en bois, qui vient de Bretagne, si ça vous intéresse, bref. Mon papa m'a fait ramener quand j'étais petite. Donc voilà, elle est en bois, donc je l'ai choisie parce qu'elle était en matériaux naturels. Alors je vais reculer un petit peu la caméra pour qu'on puisse mieux voir. Donc elle est en bois, elle est un peu grosse. Et dedans, donc, je ne sais pas si vous voyez, je vais relever un petit peu, j'ai rangé toutes mes boîtes de tas. Donc ça peut être une idée, ça peut être une alternative. Ensuite, si vous souhaitez garder certains jeux sur vous, moi j'aime bien garder mes jeux favoris sur moi. Vous pouvez aussi leur confectionner un petit sachet pour les protéger. Moi par exemple j'ai fait de mes blanches mains cette merveille de couture, de haute couture, qui est loin d'être un chef-d'œuvre mais qui fait bien son office. Alors généralement c'est vrai qu'on recommande de le faire en matériaux naturels. J'ai mes cheveux dessus. Moi j'avais pris du velours parce que bon je voulais un tissu qui soit résistant et j'arrivais pas à trouver un coton résistant qui me convienne. Après vous faites comme vous voulez évidemment. Après faut pas oublier que bon, matériaux naturels c'est super, c'est vrai. N'oubliez pas que les cartes sont souvent glacées. Le glaçage des cartes c'est pas un matériau naturel. Donc déjà elles sont pas dans un matériau naturel puisque d'accord c'est du carton, mais le glaçage d'un carton c'est fait à base de PVC en général, hein, donc, ou de colle vinylique, donc c'est tout sauf naturel. Donc bon, le tout naturel ça a des bons côtés mais ça a des limites aussi, donc ne nous prenons pas non plus la tête sur des choses comme ça. Donc là-dedans, vous voyez, j'ai différents jeux. Donc j'ai différentes arcanes majeures des tarots que j'utilise le plus. Donc j'ai les arcanes majeures du Visconti Sforza. J'ai les arcanes majeures du tarot des secrets. J'ai un jeu de cartes normal avec des figures que j'utilise de temps en temps. Et j'ai le tarot d'or de Lisdine dont je vous parlerai très bientôt dans une revue. Donc voilà, vous les rangez dans un petit sachet, ils sont protégés, ils peuvent vous suivre partout, vous voyez, moi ce petit sachet, elles ont de la place. Elles sont heureuses, elles sont entre copines, elles s'entendent bien, tout est parfait. Si vous les rangez donc dans un support tel que celui-ci, tel que la boîte ou tel que le sachet, ce que vous pouvez faire, c'est que vous pouvez mettre des petites choses avec elles. Vous pouvez ne pas les laisser seules, vous pouvez leur donner des petits jouets pour qu'elles s'occupent quand vous n'êtes pas là. En gros, vous pouvez placer des pierres et des plantes qui sont propices à la divination. Si vous êtes plutôt pierre, vous pouvez mettre une petite améthyste ou une petite pierre de lune, donc une labradorite blanche. Ce sont des pierres qui favorisent la divination, qui ouvrent le troisième œil et qui vont permettre de recharger vos cartes pendant que vous ne les utilisez pas. Si vous êtes plutôt plante comme moi, tournez-vous de préférence vers l'armoise. Alors l'armoise, c'est la meilleure pote des gens adeptes de divination. C'est vraiment la plante la plus appropriée. Alors moi j'en ai par exemple, vous voyez, pour vous donner un exemple concret, dans mon petit sachet, je vais mettre là, fantastique, j'ai une petite enveloppe que j'ai fermée par un magnifique sticker en forme de chat. Donc dans cette petite enveloppe, j'ai placé des feuilles d'armoise, hein. On les écoute. Mon chèque. Et donc je les mets toujours en contact de mes cartes. Donc je les mets entre les deux jeux que j'utilise le plus, c'est-à-dire entre le tarot des Visconti et le tarot d'or. Donc voilà. Le contact de l'armoise va permettre exactement la même chose que l'améthyste, ça va les nettoyer et ça va également renforcer leur pouvoir divinatoire. Quand on fait de la divination, l'armoise c'est vraiment la plante à avoir puisque c'est elle qui permet aussi en infusion de nettoyer
tout ce qui est miroir, boule de cristal, etc. Et en fumigation, elle peut aussi permettre de nettoyer vos cartes. Si par exemple vous faites beaucoup de consultations, comme c'était mon cas en fait médiéval par exemple, j'avais une trentaine de clients par jour, donc vous imaginez un jeu qui est manipulé par une trentaine de personnes différentes tous les jours, au bout d'un moment il sature. Donc j'avais emmené un petit pot d'armoise comme ça, avec un petit charbon, et entre deux clients, j'allumais mon charbon et je faisais passer vite fait mon jeu dans les volutes de la fumée, un petit peu comme on va nettoyer une assiette entre chaque convive. Vous n'allez pas faire manger tous vos invités dans la même assiette que vous allez leur passer. Donc voilà pour les petites choses que l'on peut mettre avec elle. Vous pouvez remplacer l'armoise par de l'absinthe, hein, c'est sa cousine. C'est aussi une plante qui est liée à la divination et c'est exactement le même principe. Même chose, pendant les séances de divination, vous pouvez boire une infusion d'armoise. Ça aiguise le don de précognition et en plus c'est super bon. Alors par contre, attention, avec l'armoise, et là je suis sérieuse, non pas que je ne sois pas sérieuse autrement, mais là c'est sérieux, c'est quand même une plante, surtout l'armoise absinthe, qui est une plante qui peut être abortive. Donc si vous êtes enceinte, bannissez totalement la tisane d'armoise. Attention avec ça, c'est très nocif pour le bébé. Donc si vous n'êtes pas enceinte, vous pouvez y aller. N'oubliez pas non plus que c'est quand même une plante qui est cholagogue, donc si vous avez vos règles, elle risque d'augmenter votre flux menstruel. Donc allez-y quand même avec parcimonie. C'est pas parce que c'est un remède naturel que c'est sans danger. Hein, les plantes ont aussi des actifs et des effets directs sur le corps. Donc à bannir quand vous êtes enceinte et à prendre à petite dose quand vous avez vos règles, les filles. Les mecs, évidemment, vous pouvez y aller sans problème. Sauf si vous n'aimez pas ça. Bon, la tisane d'armoise, vous verrez, c'est tip top. Vous pouvez sucrer avec un petit coup de miel en plus, c'est délicieux. Bref, on va pas faire une leçon de cuisine. Donc, ensuite, vous avez donc rangé votre jeu, il a trouvé son petit nid, vous lui avez mis ses petites pierres, ses petites plantes. Maintenant, vous voulez apprendre à vous en servir, vous voulez apprendre à tirer avec. Alors, le mieux pour se familiariser avec les cartes, c'est de les étaler devant vous dans l'ordre et de les regarder une par une, puis les unes après les autres pour comprendre en fait l'histoire qu'elles vous racontent. Dans chaque carte, il y a des symboles, il y a des images qui permettent la lecture, mais vous ne pourrez pas dans un tirage vous contenter de les lire bêtement une par une. Ça ne sert à rien. Il faudra les interpréter les unes par rapport aux autres. Faut les mettre en relation. C'est ce qui fait toute la complexité d'ailleurs de la cartomancie, hein. C'est vraiment ça, de tirer des conclusions d'association de cartes. Moi j'ai l'habitude de présenter à mes consultants, de leur dire qu'en fait les cartes qu'ils ont tirées et qui sont devant moi, c'est les illustrations d'un livre dont on a perdu le texte. Et il faut reconstituer le texte. Donc on sait des choses sur les symboles, et les symboles ensemble vont faire des combinaisons qui vont vous faire émerger d'autres choses. Donc il y a plusieurs petits exercices qui peuvent vous permettre d'aiguiser votre intuition. Vous pouvez par exemple commencer par assigner à chaque carte l'identité d'une personne de votre entourage. Donc des membres de votre famille, des amis, des ennemis, vous-même, votre cochon d'Inde, votre lapin. Et vous regardez ensuite la signification, vous verrez, ça révèle pas mal de choses. Et ça permet de savoir si vous êtes tombé juste. Et vous verrez, c'est très révélateur comme exercice. Commencez par des tirages simples, de préférence sur des personnes que vous connaissez peu. Oui, contrairement à ce qu'on pense, moins on en sait sur quelqu'un, plus c'est facile. Parce que plus on en sait sur quelqu'un, plus on est tenté d'utiliser ce qu'on connaît pour interpréter les cartes. Or, on a tendance justement à fausser les tirages quand on fait ça. Donc, commencez à tirer les cartes à des gens que vous connaissez pas bien. Commencez pas par vous-même. Parce que vous-même, vous vous connaissez trop et vous avez des attentes, vous avez des craintes, vous avez des a priori, et toutes ces choses-là peuvent desservir le tirage et le fausser. Donc, respectez également vos cartes. Hein, c'est pas juste des bouts de carton. C'est une partie de vous-même, vous allez voir. Et ne les laissez pas être touchés par n'importe qui. Hein. Hors consultation, j'entends. Moi, j'ai l'habitude de ne jamais laisser le paquet entier à mes consultants. C'est-à-dire que je bats les cartes moi-même, je leur laisse couper le jeu et je leur laisse piocher les cartes, mais jamais je ne donne le paquet entier. Le paquet entier, il n'y a que moi qui ai le droit de le toucher. Après, bon, c'est à chacun de voir. Moi, c'est ma manière de faire, c'est comme ça.
C'est quand même un outil qui est personnel, qui doit être imprégné de votre essence. Donc en dehors des consultations, évitez de le laisser toucher par n'importe qui, et même si quelqu'un veut regarder comme vos cartes sont jolies ou quoi que ce soit, touchez-le vous-même. D'accord. Donc, une fois que vous avez votre jeu, une fois qu'il est bien rangé, bien proprement, etc., vous pourrez l'utiliser dans des conditions propices et apprendre à le connaître. Et plus vous tirerez les cartes avec lui, plus vous apprendrez à le connaître. Un dernier petit conseil en passant, quelque chose qui peut être assez formateur, c'est chaque matin de tirer une carte, sans en noter les significations, sans rien du tout, de vivre votre journée et de vous tourner vers la signification de la carte le soir venu. Et de voir ainsi par vous-même, par exemple, ce qu'elle a voulu vous indiquer le matin, quel est l'événement auquel vous pouvez la rattacher dans votre journée. Voilà, j'espère que vous aurez beaucoup de plaisir à vous familiariser avec votre ou vos jeux de cartes et que vous vivrez de longues années d'interprétation ensemble. Si vous avez des questions, toujours comme d'habitude, vous n'hésitez pas à poster les commentaires en dessous. Et puis moi je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde!